Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ces dernières semaines, des événements climatiques extrêmes dans les Antilles et dans le sud des États-Unis et même en Asie nous ont rappelé combien nous pouvons être démunis lorsque la nature se déchaîne. On a beaucoup parlé de l'ouragan Harvey qui a frappé violemment la ville d'Houston et encore de l'ouragan Irma qui a détruit l'île de Saint-Martin. Plus loin de nous, mais pas moins dramatique, 30% du territoire du Bangladesh a été ravagé depuis juin par les inondations. On parle là de 700 000 maisons détruites et de 7 millions de déplacés. Ce n'est pas tout. On estime aujourd'hui les déplacés climatiques du sous-continent indien à quelques 40 millions de personnes. Aujourd'hui, nous allons parler de justice climatique, des injustices sociales occasionnées par le réchauffement climatique et de ses impacts. Nous allons voir avec nos experts comment nous pouvons éviter d'augmenter ces inégalités alors que les événements climatiques extrêmes sont appelés à devenir de plus en plus fréquents. Nous avons avec nous aujourd'hui et en studio Christian Nadeau, qui est professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal et président de la Ligue des droits et de liberté. Il est auteur de nombreux livres, dont un ouvrage intitulé « Liberté, égalité, solidarité, refonder la démocratie et la justice sociale » paru à Montréal. Bonjour. Bonjour. On est aussi en compagnie de Sophie Thériault, professeure agrégée à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Bonjour. Bonjour. Donc, tous les deux, vous intéressez à la justice climatique, mais quand on parle de justice climatique, concrètement, on parle de quoi? Peut-être professeur Nadeau pour commencer. Il y a un réseau de considérations par la justice climatique. On peut la voir en lien, disons, comme une branche de la justice environnementale. Il y a bien sûr des considérations d'ordre strictement juridique qui sont liées à des traités internationaux. Disons que du point de vue de la philosophie morale et politique ou de l'éthique de l'environnement, ce qui va nous intéresser en termes de justice climatique, ce sont plutôt le partage des responsabilités et aussi la manière dont nous pensons les protections qui sont nécessaires pour les plus vulnérables. Si on prend par exemple une crise environnementale majeure qui est liée à soit un événement, disons, humain, par exemple l'écoulement de pipeline, ou alors par exemple un barrage qui cède, ou ce genre de choses, ou encore une centrale nucléaire qui a un problème de fonctionnement majeur. Bon, à chaque fois, il va falloir essayer de voir quels sont les types de responsabilités qui sont en cause pour protéger les personnes qui sont en situation de vulnérabilité. Mais ça suppose aussi en amont une espèce de partage de responsabilités sur la prévention des actions qui vont entraîner des désastres environnementaux. Lorsqu'on parle de justice climatique, là, ce qui va nous intéresser de manière un peu plus spécifique, c'est vraiment justement cette question de ce qui est lié au climat de manière générale, donc pas simplement, par exemple, la pollution ou un désastre lié à un dysfonctionnement d'une technologie quelconque. Là, ce qui va nous intéresser, c'est par exemple tout ce qui touche la pollution, la qualité de l'air, mais aussi les changements climatiques qui vont entraîner par exemple, des phénomènes comme ces ouragans dont vous parliez plus tôt. Alors, là, on se retrouve aussi devant un certain type de responsabilité dont il est plus difficile d'évaluer exactement la teneur. C'est-à-dire, on ne peut pas simplement dire il y a des responsables qui sont à l'origine de et donc ils doivent réparer les torts qui ont été subis par. Il y a aussi toute une série de partages de responsabilités liés à par exemple, dans le cadre de ce qu'on appelle les réfugiés climatiques, c'est-à-dire des personnes qui, dans certaines régions du monde, vont se retrouver complètement dépossédés de leur lieu d'habitation, dépossédés de leurs moyens de production. Et là, ces personnes sont obligées de se déplacer. Et toute la question est de savoir quelles sont les responsabilités des États et des communautés pour les accueillir. Donc, il y a un ensemble de considérations, mais je dirais que la justice climatique va, de manière générale, se situer un peu comme une des branches de la justice environnementale. Oui, je suppose, professeur Thériault, que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, tout à fait. En fait, nous partageons les mêmes préoccupations que les éthiciens à l'égard de la justice climatique. Donc, les juristes vont partir du constat que certaines personnes ou certains groupes sont particulièrement vulnérables aux conséquences des changements climatiques, mais également vulnérables par rapport à leur capacité d'adaptation, soit en raison de leur situation de pauvreté, leur localisation géographique ou toute autre considération qui fasse en sorte qu'elles doivent surmonter des obstacles beaucoup plus grands que la majeure partie de la population pour pouvoir s'adapter aux changements climatiques. Donc, on s'intéresse à la distribution des responsabilités eu égard à qui doit assumer le fardeau d'abord de la limitation des changements climatiques, donc toute la question de l'émission des gaz à effet de serre. Les enjeux se posent à l'échelle internationale entre pays développés, pays en voie de développement à travers le principe des responsabilités communes mais différenciées. La question se pose également au sein des États quant à traduire la responsabilité morale en lien avec les changements climatiques en responsabilité juridique. Donc, quelle serait potentiellement la responsabilité juridique des grands émetteurs, mais également de l'État en matière de contrôle des changements climatiques. Et une autre question qui est intimement liée à celle-ci sur le plan du partage des responsabilités est celle de la responsabilité pour assumer les coûts de l'adaptation au changement climatique, donc des catastrophes environnementales comme les ouragans récents ou voire les inondations auxquelles on a assisté ici même au Québec, en Ontario, assez récemment entraînent des coûts très importants qui devraient assumer ces coûts, mais qui également devraient assumer les coûts des changements aux institutions, aux infrastructures qui vont être nécessaires pour permettre ou faciliter l'adaptation des populations les plus vulnérables au changement climatique. Oui, cela pose le problème aussi de la distribution des responsabilités. Les pollueurs sont pas forcément les victimes et c'est des questions de solidarité aussi, des enjeux de responsabilité qui sont multiples. Professeur Nadeau? Oui, puis aussi ce que ça soulève, c'est que, bon, comme n'importe quel, ma collègue a tout à fait raison de le souligner, c'est-à-dire qu'il y a des responsabilités morales, mais si ces responsabilités morales, sont sans effet pratique, c'est-à-dire si elles ne contraignent pas les individus, alors ce qu'on peut, ou les acteurs sociaux, comme par exemple les grandes entreprises, les multinationales, alors toute la question est de savoir est-ce qu'il est possible de judiciariser et d'en arriver à la possibilité, par exemple, pour des groupes de porter plainte et d'avoir gain de cause. Et ça soulève, à la fois pour des considérations morales, mais aussi pour des considérations juridiques, tout un ensemble de sous-questions qui est lié à l'interdépendance des droits. C'est-à-dire que il existe, par exemple, des droits sociaux et culturels qui est des droits et libertés civiles, et ceux-là même doivent être tenus en compte lorsqu'il s'agit de penser des questions liées aux droits humains, pour des questions de justice climatique. Donc en fait, ce qu'il faut faire très attention, c'est que à la fois du côté du droit et du côté de la philosophie, pour des raisons évidentes, de discours public, mais aussi de clarification du message, il importe de distinguer certains secteurs, mais il faut bien comprendre que lorsque nous interpellons des notions comme celle des droits humains, alors il y a un ensemble de considérations qui entrent en ligne de compte. Si par exemple vous agissez sur des questions de justice climatique sans tenir compte, par exemple, des droits d'association ou sans tenir compte par exemple, des droits sociaux des individus, alors vous risquez de passer à côté d'un certain nombre de considérations très importantes. Dans le cadre de la justice climatique, ce qu'il faut voir, c'est que là, nous faisons face à des situations où les personnes les plus vulnérables parmi les populations, c'est vrai en Amérique du Nord, c'est vrai en Amérique de manière générale, c'est vrai aussi, et tout particulièrement dans les pays du Sud, où nous voyons des personnes parmi les plus vulnérables donc de l'humanité, si j'ose dire, qui se trouvent complètement démunies. Et cette notion de solidarité va devenir extrêmement importante parce que si les droits ne sont pas effectifs, c'est-à-dire si les recours juridiques ne sont pas effectifs, ou si l'accès aux droits, parce que ça aussi c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est-à-dire qu'il peut exister des conventions internationales, encore faut-il qu'il y ait la possibilité de les faire respecter par les groupes concernés. Alors là, il y a une question de solidarité politique, et c'est là où les organisations militantes vont jouer un rôle extrêmement important, c'est-à-dire c'est leur travail en fait, ce
sera de faire l'activisme politique qui va mettre en lumière ce genre de phénomène. Et parfois, on se retrouve dans des situations extrêmement difficiles où on voit bien que certains gouvernements qui tentent d'agir sur ce plan vont être contrôlés, je dirais pas, on ne tombera pas dans le conspirationnisme, mais seront contrôlés par des intérêts internationaux qui leur empêcheront de protéger leurs propres intérêts. On le voit à l'échelle locale, c'est-à-dire certaines municipalités du Québec qui se trouvent pratiquement démunies de tout moyen pour pouvoir contester des décisions qui sont prises sans leur consentement, mais on peut le voir aussi à l'échelle internationale où même des États se retrouvent en quelque sorte sous tutelle de prise de décisions économiques auxquelles ils ne peuvent en rien participer. C'est là où les organisations militantes font, disons, au moins rendre visible ce genre de choses. Oui, professeur Thériault, vous intéressez-vous aux populations autochtones. Est-ce que au Canada, parce qu'on pense toujours aux réfugiés climatiques, c'est loin, c'est des gens ailleurs, mais ici aussi, on a des populations qui peuvent être plus vulnérables au changement climatique. Oui, tout à fait. Les peuples autochtones, c'est souvent de porte-étendard là, de groupes vulnérables au changement climatique. On mentionne souvent les peuples autochtones du Nord, notamment les Inuits, qui vivent à tous les jours, en fait, les conséquences des changements climatiques, notamment la pression exercée sur leur mode de vie traditionnel. Donc, on sait que les Inuits chassent, pêchent, cueillent des fruits, font des activités de cueillette à des fins de subsistance, donc aux fins d'activités qui sont toujours essentielles au mode de vie tel qu'ils le définissent encore aujourd'hui, à tout le moins que plusieurs d'entre eux le pratiquent encore aujourd'hui. Les changements climatiques vont avoir des effets, par exemple, sur le parcours migratoire de certains animaux, vont faire des pressions sur les populations, sur certaines espèces, vont rendre la chasse à partir de la glace ou de la banquise beaucoup plus dangereuse pour les chasseurs, beaucoup plus coûteuse également, ce qui réduit l'accès à l'alimentation traditionnelle, par exemple, et qui a des conséquences directes sur leur capacité de maintenir leur mode de vie. Ces mêmes impacts sont sentis pour plusieurs autres peuples autochtones du Nord, mais également moins au Nord. On peut penser aux peuples autochtones de la côte, sur la côte en Colombie-Britannique, qui consomment beaucoup le saumon, par exemple, qui est une espèce très importante à des fins culturelles, spirituelles et également des fins alimentaires, et espèce qui est très sensible aux changements de température et aux perturbations climatiques, ce qui met en danger un mode de vie, une culture, une langue, ou des langues, pour parler au pluriel ici. Donc, les impacts des changements climatiques sont sentis de manière différente et particulièrement intense pour les peuples autochtones au Canada. Oui, la justice climatique, c'est une question de droit qui est éminemment politique aussi. Peut-on imaginer une gouvernance ou une instance qui prendrait en compte ces questions? Sur le plan international, vous voulez dire? Ou même national? National, à la limite, il y a évidemment le ministère de l'Environnement, il y a aussi des organisations comme des institutions étatiques comme le Bureau d'audience publique sur l'environnement qui va jouer un rôle extrêmement important, quelles que soient les limites de ces prérogatives. Donc il existe des institutions. Le problème, en fait, c'est que sont-elles suffisamment contraignantes et sont-elles en mesure de pouvoir confronter un niveau décisionnel qui n'appartient le plus souvent pas aux instances locales, mais qui est vraiment dans une perspective internationale. Si vous voyez par exemple le taux de pollution qui existe en Chine à l'heure actuelle, eh bien ce taux de pollution va affecter d'une manière ou d'une autre les pays avoisinants. Et les frontières, autrement dit, nos frontières politiques sont totalement dérisoires lorsqu'il s'agit de penser des questions environnementales. On pourrait avoir une espèce de Trump qui voudrait construire des barrières pour se protéger, par exemple, les États-Unis de la pollution, ce qui serait assez comique. Je suppose que ça sera son prochain message Twitter, mais qui, évidemment, de telles barrières n'auraient absolument aucune incidence. En même temps, les barrières juridiques vont quand même être assez importante, ma collègue vous le dira mieux que moi, parce que précisément ces barrières juridiques, ce qu'elles vont faire, c'est protéger d'une certaine manière l'indépendance des États par rapport à certaines décisions. Il reste que, comme nous sommes, pour le dire de manière extrêmement grossière, dans une
dans une logique de capitalisme mondialisé, les pouvoirs des États très souvent se trouvent bridés par des décisions qui appartiennent à des accords de commerce internationaux et qui, à la limite, se transigent presque indépendamment de la volonté des acteurs politiques. D'où l'importance d'une visibilité de ces décisions, d'une transparence de ces décisions et puis surtout d'une information constante de la population parce que non pas que ces décisions sont prises en leur nom, mais en tout cas, elles en sont les premières victimes. Oui, professeur Thériault, une instance qui pourrait réguler et qui aurait des dents, est-ce qu'on peut imaginer ça? Mais mon collègue a tout à fait raison de dire qu'au niveau national, à tout le moins, il existe des institutions dont l'action est malheureusement pas suffisamment effective et notamment du fait qu'on opère encore dans nos sociétés, en tout cas au Canada, en silo et on peut penser à tous les débats liés à la construction de pipelines pour transporter notamment le bitume qui va être extrait de l'Alberta et que l'on considère donc comme une infrastructure totalement désincarnée, donc indépendante de tout le réseau énergétique auquel elle est liée. Hein. Or, un des arguments de plusieurs organisations environnementales au Québec et ailleurs au Canada est de dire que la construction de ces pipelines ne va faire qu'accélérer ou intensifier l'extraction du bitume qui, lui, va causer des gaz à effet de serre. Et également, bon, au bout du pipeline, il y a nécessairement une raffinerie dont les activités également émettent des quantités importantes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui vont accroître l'enjeu des changements climatiques. Donc, comme société, il faut apprendre à se gouverner autrement, hein, ce qui signifie de penser de manière beaucoup plus intégrée, beaucoup plus globale aux répercussions de notre économie. Oui. Et mon collègue a tout à fait raison de souligner qu'il s'agit en bout de ligne d'enjeux éminemment politiques. Oui. Et si le droit a un rôle à jouer, parce que face à l'inaction des États, de plus en plus de groupes et d'individus se tournent vers les tribunaux comme pour trouver des solutions potentielles, hein, peut-être plus contraignantes pour les États, mais il reste que la solution au changement climatique, elle doit être globale, elle va nécessairement reposer sur une volonté politique. Oui, ça va être une solution globale, mais ça va être aussi quelque chose qu'il va falloir préparer, parce que quand on parle de changement climatique, on parle maintenant souvent beaucoup d'adaptation, de prévention. Est-ce qu'au point de vue justice climatique, est-ce qu'on peut prévenir, travailler en amont pour justement essayer d'influencer en amont certaines choses, professeur Nadeau? Là encore, il y a un ensemble de considérations. C'est là où la justice climatique va en quelque sorte s'insérer dans des considérations de justice environnementale plus larges. Et là, vous allez avoir différentes options. Vous avez des groupes, par exemple en philosophie de l'environnement, qui vont penser en termes de valeur intrinsèque de la nature. Donc, il doit y avoir un respect de la nature telle qu'elle est, non en tant que objet de consommation. Vous allez avoir des gens qui disent que cette notion de valeur intrinsèque, elle est difficilement compatible avec nos modes de vie, parce que d'une manière ou d'une autre, par exemple, en ce moment, je vous parle, je respire de l'air, donc je ne peux pas dire que j'ai un respect pour la valeur intrinsèque de l'atmosphère, puisque donc, alors ça peut paraître un peu grotesque, mais l'idée c'est de montrer que, en fait, à partir du moment où on accepte quelque chose d'aussi banal que de dire je respire, donc je consomme de l'atmosphère, je consomme de l'oxygène, pour le dire de manière plus précise, ce que ça entraîne, en fait, comme une série de considérances, c'est que il y a inévitablement une relation qui peut entraîner des éléments de domination sur la nature. Et toute la question est de savoir à partir de quel moment est-ce que nous devons agir en amont. C'est-à-dire, est-ce que c'est dès cette prise en compte de la domination de l'espèce humaine sur les autres espèces vivantes sur notre planète, ou est-ce que c'est plutôt entre nous, c'est-à-dire est-ce que nous devrions agir de manière à ce que sur le plan politique, l'action doit se focaliser sur les effets que nous faisons subir les uns les autres. Et je dirais que là, ça entraîne une autre série de considérations qui portent, par exemple, sur des questions de démocratie, de justice au sens large. Nous pouvons avoir donc une série de mesures qui, sur le plan environnemental, peuvent être très intéressantes. En même temps, encore faut-il vérifier les coûts en amont, c'est-à-dire est-ce que vraiment nous avons une gestion adéquate des ressources hydroélectriques qui sont les nôtres. Oui, professeur Thériault, pour terminer assez rapidement. Donc, en amont, est-ce qu'on peut faire quelque chose?
Bien, pour les questions d'adaptation, comme c'est la question que vous posiez, j'irais plus loin que mon collègue en disant que la justice climatique est non seulement liée à la justice environnementale, mais à la justice sociale de manière plus générale. Donc, il est reconnu que la pauvreté, par exemple, est un obstacle majeur à l'adaptation au changement climatique. Il y a qu'à penser aux dommages que Irma a causés ou d'autres ouragans. Bien, c'est souvent les personnes les moins fortunées qui vont avoir les plus de difficultés à se relever, là. Lorsqu'on n'a pas d'économie, lorsqu'on habite dans des constructions inadéquates, qui sont pas capables de résister à la force des changements climatiques, eh bien on est beaucoup plus vulnérable. Alors en amont déjà de répondre aux enjeux de justice sociale en diminuant les inégalités, notamment au sein des populations autochtones et d'autres populations vulnérables. Oui, ça peut faire au Canada, d'une action visant à assurer une plus grande capacité d'adaptation au changement climatique. Mais bien entendu, l'adaptation est pas la seule solution. Toutes les solutions ne doivent pas reposer sur l'adaptation. On ne doit pas oublier la question de notre responsabilité en matière de diminution, de lutte contre les changements climatiques. Et c'est à cet égard-là que qu'il faut convaincre sur le plan politique les gouvernements de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et où les poursuites judiciaires peuvent peut-être être une avenue qui puisse convaincre les États d'agir en matière de changement climatique. Donc, partout dans le monde, aux Philippines, aux États-Unis à l'heure actuelle notamment, des tribunaux ont été saisis et dans certains cas avec succès. Donc, la Cour du district de la Hague en Hollande, notamment en 2015, a rendu une décision très importante obligeant le gouvernement de la Hollande à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre de manière importante pour diminuer son apport à la problématique générale des changements climatiques. Et on peut penser, et plusieurs disent que de telles poursuites judiciaires sont imminentes également en contexte canadien. Donc, s'il n'apporte pas la solution à tout, le droit n'est pas non plus une panacée. Il y a des enjeux d'accès à la justice. Les remèdes judiciaires vont être offerts aux parties aux litiges, mais ils peuvent quand même avoir un impact beaucoup plus grand si on est capable de forcer l'État canadien à respecter ses engagements en matière de diminution des changements climatiques et d'adopter des politiques en conséquence. Merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de Sophie Thériault, professeure agrégée à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa, et Christian Nadeau, professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter notre site internet à sciencepresse.qc.ca. J'ai le plaisir de recevoir Virginie Montmartin, jeune journaliste scientifique qui fait son stage actuellement à l'agence Science Presse. Elle est diplômée de l'Institut d'études politiques de Grenoble et de l'École supérieure de journalisme de Lille, master journaliste scientifique. Elle a fait la recherche sur la justice climatique. Merci beaucoup Virginie. Et là, elle va nous parler d'un événement qui s'est déroulé la semaine dernière dans le cadre de la Semaine de la culture scientifique. Ça s'appelle la Journée nationale Je lis la science. Bonjour Virginie. Bonjour. Donc, qu'est-ce que c'était que cette journée Je lis la science ? Alors, les débrouillards, en fait, se sont posé la question de comment amener les enfants à lire plus de littérature scientifique. Ils ont donc organisé mardi dernier la première édition de la Journée nationale Je lis la science, destinée aux élèves de primaire et de secondaire. Chaque professeur est en fait invité ce jour-là à lire et à partager des ouvrages scientifiques avec leur classe. Et tout y passe. Le but, c'est de lire des BD, des magazines, des manuels, des biographies, tout ce qui peut avoir un lien avec la science. C'est une première au Canada, c'est aussi mené en partenariat avec Toronto, afin qu'il y ait une partie anglophone, mais c'est une première vraiment au Canada. Il y a déjà eu une première édition en France, mais c'était seulement avec des bibliothèques et pas du tout avec des écoles. Ici, c'est vraiment dans le milieu scolaire. En fait, cette journée a plusieurs objectifs. Le premier, bien sûr, c'est de faire lire. C'est de montrer aux enfants que la science n'est pas limitée au documentaire, qu'il y a bien sûr différents formats possibles en littérature scientifique. J'ai d'ailleurs longuement échangé à ce sujet avec Serge Gagné, qui est un ancien professeur de primaire et auteur de livres jeunesse, qui m'a dit qu'en fait la science peut vraiment se consommer dans tous les genres, et que le but plus que le genre, c'est vraiment de le lier à toutes les disciplines scolaires. Il y a de la science pour l'histoire, pour le français, pour la géographie, il y a vraiment toutes les disciplines. Le second point, c'est vraiment d'ouvrir les thèmes. Serge Gagné m'a également raconté que les professeurs ont tendance à se tourner naturellement vers les sciences de la vie,
Or, les enfants, quand on leur parle, ils sont plus dinosaures, planètes, ils veulent vraiment rêver, avoir de l'aventure. Donc, afin de leur donner un peu plus ce format aventure, le but est de commencer par exemple par un ouvrage qui raconte un peu une histoire pour essayer de les mobiliser sur le sujet. La deuxième chose, c'est de pouvoir penser enfant. C'est-à-dire que les enfants, quand on leur parle un peu science, par exemple quand on leur parle du soleil, ils pensent que le soleil tourne autour de la Terre, parce que c'est ce qu'ils voient tout simplement. Donc pour penser un peu plus à leur façon, le but c'est de commencer avec un ouvrage qui parle de leur conception à eux et de pouvoir évoluer vers ça. Donc en fait, quand on regarde un peu plus cette journée, on voit que ça touche autant les professeurs que les enfants, puisque les professeurs ont souvent des a priori sur les sciences également. Donc c'est d'ouvrir à tout le monde. D'ailleurs, pour motiver un peu plus les troupes, les débrouillards ont organisé un concours afin de gagner, il y a 4 prix de $500 canadiens de livres scientifiques à gagner pour 5 classes sélectionnées. Si on parle un peu d'ampleur, vu que c'est la première édition, c'est un peu difficile à savoir. Donc, les débrouillards ont distribué 400 000 exemplaires gratuitement dans les écoles pour essayer de parler un peu de l'événement. Ils ont touché, ils pensent, à peu près 12 000 enseignants qui ont 30 enfants par classe. Donc, ils ne savent pas encore. À un moment où je vous parle, je n'ai pas encore les chiffres des classes. Mais il semble que la première édition motive bien les troupes. L'enjeu est aussi du côté des lecteurs, comme je disais, mais également des organisateurs. On sait tous que la presse et la littérature scientifique a quand même des difficultés ces derniers temps, et le but est un peu de mobiliser de nouveaux lecteurs et surtout de recréer un réseau. Il y a beaucoup de maisons d'édition qui participent, il y a Bayard Jeunesse, Gallimard, Multimonde, Michel Quintin et Québec Science qui participent également. Donc ça crée vraiment ce réseau de communication scientifique. Et la vocation est surtout, dès l'année prochaine, peut-être, ils espèrent que plus que les écoles, ça serait vraiment de créer une journée nationale de grande ampleur afin que les gens puissent lire au travail, puissent lire en famille, puissent lire partout durant cette journée-là. Merci. Voilà. Merci beaucoup Virginie Montmartin, c'était très intéressant. C'est surtout qu'en plus, les enfants maintenant qui sont sur leur tablette ou sur leur cellulaire ont peut-être tendance à lire des choses ou à regarder des vidéos plutôt ou à jouer beaucoup plutôt que de retourner au livre ou au magazine. Donc peut-être utiliser aussi ce canal-là pour aider la culture scientifique ou la littérature scientifique. Merci. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Au micro, Isabelle Burguin. À la régie, Daniel Fortin. On avait à la recherche Virginie Montmartin, plus des 1. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Je vous redonne l'adresse sciencepresse.qc.ca et nous suivre sur Twitter, Facebook ou vos autres réseaux sociaux. Et si vous le désirez, écrivez-nous. J'aurai plaisir à vous lire et à vous entendre. En attendant, à la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis phone. De candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy en ses résultats et avec